3 ans après ma chronique à chaud du tome 1 de Boruto alors qu'il venait de paraître au Japon en version japonaise, il est temps de revenir sur la suite de la fameuse saga Naruto dont le tome 7 vient de paraître en France chez Kana. On y va! Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Donc, comme dit en introduction de cette vidéo, j'avais envie de revenir sur le manga de Boruto dont on voit beaucoup mieux la manière dont l'intrigue se dessine désormais, alors que le manga a atteint le tome 7 dans la parution hexagonale et le tome 9 au Japon. Le manga est prépublié de manière mensuelle, désormais dans le V-Jump. C'est quelque chose qui s'est passé en 2019 puisque le manga est passé du Weekly Shonen Jump avec une parution plus ou moins mensuelle au V-Jump et il rejoint ainsi, entre autres, le magnifique manga de Dragon Ball Super. Mais en tout cas, c'est la preuve que Boruto s'installe véritablement dans le paysage éditorial japonais dans la durée. Le tome 7 fait sa couverture sur le personnage emblématique qui marquera Boruto comme étant plus ou moins l'antagoniste du personnage principal, donc c'est Kawaki, ce protagoniste qu'on voit en fait dès le premier chapitre de Boruto, puisque on avait un flash forward qui ouvrait toute la saga Boruto avec un affrontement à venir entre Boruto et Kawaki. Maintenant ça y est, Kawaki apparaît dans l'histoire et c'est l'occasion, après avoir raconté les événements qui se passaient dans le film de Boruto, le fameux film sorti à l'été 2015, c'est le moment où l'intrigue prend véritablement son envol avec de l'originalité. Maintenant, on est sur la quête d'une mystérieuse organisation qui ressemble d'une certaine manière à l'Akatsuki, au sens où on ne sait pas véritablement quels sont les buts de cette organisation. Il y a un peu de mélange de ce qui faisait le mystère autour de Orochimaru, donc un transfert de force, des histoires d'hôtes, donc une histoire de transfert de corps, et puis une histoire d'organisation où certains personnages sont là pour défendre d'autres. Là, en l'occurrence, le gros mystère dans Boruto, c'est le mystère autour de cette marque, de Kahama, que Boruto possède depuis la fin du film, et puis une mystérieuse organisation qui apparaît, donc un groupe de personnages assez mystérieux et plutôt démoniaques en apparence, Kaara, qui a trouvé en fait Kawaki il y a très longtemps comme étant un vaisseau potentiel, un hôte potentiel. C'est l'occasion pour Kawaki ici de faire la démonstration de quelques-unes de ses forces. On est face à un combat dans Boruto entre le chakra et puis ce nouveau type de pouvoir très technique, très technologique qui s'est imposé dans une autre partie de l'univers de Boruto. J'avais envie de revenir dessus parce qu'en lisant les tomes récents de Boruto ainsi que les chapitres récents du manga, dont la prépublication est disponible soit en anglais officiellement sur l'application Manga Plus, soit en français par l'éditeur Kana, disponible en simulpub sur la plupart des plateformes d'achat en ligne de livres numériques. Cette planche qui ouvre le chapitre 34 illustre bien les deux protagonistes de cette histoire. Ce sera donc Boruto et Kawaki qui partagent cette fameuse marque, le Kahama, et qui sont appelés à la fois à être un peu comme l'étaient Boruto et Sasuke, des frères, mais aussi des ennemis, des rivaux. Naruto et Sasuke. Ce que j'apprécie en lisant cette histoire, c'est à la fois le dynamisme des planches. Je retrouve vraiment ce qui faisait propre de Naruto, avec des combats très bien chorégraphiés. On est plongé dans des tomes où des combats bien menés sont présentés, mais ça ne se perd pas. À la fin de Naruto, je trouvais que les combats étaient devenus beaucoup trop spectaculaire et gigantesque pour être totalement compréhensible. Là, on est revenu, à mon sens, pour ce qui fait vraiment
la puissance de la saga Naruto, on va dire, entre les tomes 20 et 40. Je retrouve un peu cette ambiance, c'est ce qui fait que finalement, là où on en est dans Boruto, je prends beaucoup de plaisir à lire à la fois les tomes reliés, donc disponibles en France chez Kana, et puis la prépublication. Le dessin animé, lui, aborde les choses de manière totalement différente, puisqu'en fait c'est un préquel du manga, affaire à suivre pour suivre le moment où Kawaki apparaîtra. Le manga de Boruto, si on retrouve le charme des planches de Kishimoto, ce n'est pas parce que c'est Kishimoto lui-même qui le dessine. Il avait dit qu'il était complètement fatigué et rincé à l'issue de plus de 15 ans passés sur Naruto. Donc c'est pas lui qui est en charge de Boruto Next Generation. Lui ne fait que superviser à la fois le scénario et les Neemus, c'est-à-dire le storyboard. Par contre, c'est quelqu'un qui l'a suivi depuis très longtemps, qui dessine, Mikio Ikemoto. Il s'avère que c'est un auteur qui avait fait ses débuts à peu près au même temps que Kishimoto et qui est devenu assistant de Kishimoto dès le début de Naruto. Il s'avère que c'était même un des plus jeunes, le plus jeune assistant de Kishimoto au tout début de l'intrigue. Quand Kishimoto arrête et confie la suite de Naruto, donc Boruto, à son ancien assistant, c'est un changement dans la continuité. C'est quelqu'un qui a vraiment travaillé avec Kishimoto tout au long et qui est capable à la fois de maîtriser son style, mais aussi de développer les personnages un peu comme il le souhaite, un peu comme il l'entend. Donc vraiment au niveau du design graphique, hormis peut-être un temps d'adaptation à la lecture du premier ou du deuxième tome, maintenant ça passe inaperçu, on ne se dit plus on est face à un autre auteur que Kishimoto, on est face à un changement dans la continuité. Et au niveau du scénario, le scénario est signé Ukyo Kodachi, qui s'est emparé de l'univers Boruto dès le film, puis ensuite dans le manga. C'est en fait un scénariste qui n'avait pas fait d'œuvre de manga auparavant, mais qui était connu pour des versions romanisées d'œuvres bien connues comme Macross Frontier ou encore Gundam Age. Et il est arrivé à travailler sur Boruto avec un scénario qui se déploie progressivement et qui est, comme je le précisais tout à l'heure, supervisé par Kishimoto. Donc, Boruto, c'est un changement dans la continuité, le manga est très bien réalisé, à la fois au niveau de la manière dont le scénario se déploie, alternant des phases de combat, des phases de mystère et aussi des éléments de vie quotidienne. J'ai pris plaisir, notamment dans le tome 7, à retrouver le village de Konoha et tout ce qui caractérise ce fameux village. On se retrouve un peu projeté dedans, comme si c'était dans le jeu vidéo, dans les jeux vidéo de Naruto. C'est très agréable de retrouver des décors connus. Et en même temps, eh bien, il y a des éléments mystérieux qui se déploient progressivement et qui font tout le sel de cette nouvelle histoire autour de l'univers de Naruto. À noter que le scénariste a dit qu'il aimerait terminer Boruto en moins de 30 tomes pour que l'ensemble Naruto plus Boruto fasse un peu moins de 100 volumes. Voilà, donc vous l'aurez compris, je vous recommande Boruto comme un des shonen manga à lire cette année. Le tome 7 vient de paraître chez Kana, le tome 9 au mois d'octobre au Japon. Histoire à suivre dans le magazine V-Jump qui paraît mensuellement dans le pays du soleil levant. J'espère que cette chronique vous a plu et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans de nouvelles chroniques sur la chaîne de Rosalis. Bye bye.